Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous présenter plusieurs petites théories sur la suite de The Amazing Digital Circus qui, au final, ne forment qu'une grande et même théorie. On ne parlera néanmoins pas de la théorie de Jax le PNJ, de Gummigoo le sauveur de la série, de la théorie du purgatoire, ou même de la théorie comme quoi Ragatha serait l'antagoniste. Je ne les trouve pas très intéressantes. Commençons par le commencement, l'histoire de CNA. CNA, c'est l'entreprise qui a créé le jeu dans lequel nos 6 protagonistes sont piégés. Entreprise qui semble très particulière, puisqu'elle a tout de même créé une sorte de monde parallèle virtuel auquel on accède grâce à un casque de réalité virtuelle. Or, ce genre d'invention révolutionnaire doit être testé, n'est-ce pas ? C'est là qu'interviennent nos 6 humains. Ils sont les bêta-testeurs de ce jeu. Certains travaillaient déjà pour l'entreprise, comme Pomni qui était comptable ou Klinger qui semble littéralement être l'un des développeurs. D'autres viennent d'ailleurs. Jax était fermier, Zooble tatoueur, tatoueuse et Gangle manageuse d'un fast-food. Quant à Ragatha, on l'ignore encore. Elle semblait être riche, elle avait des chevaux, participait à des leçons de danse, des tea parties et jouait du violoncelle. Mais on reviendra sur son cas plus tard, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur son personnage. Pour en revenir à CNA, il semblerait donc que la société soit à l'origine d'un genre d'expérience pour tester le jeu. Et les premiers à s'être retrouvés bloqués dans ce monde, c'est Klinger. Klinger, mais pas seulement lui. Il y avait aussi sa femme, Queenie. Or, il est presque sûr qu'il était un des développeurs, comme dit plus tôt. Ce serait donc après sa disparition et celle de Queenie que CNA aurait décidé de sélectionner aléatoirement des gens venant de l'extérieur pour être les bêta-testeurs. Ce serait bête, après tout, de perdre tous les employés dans le test du jeu. Pour Pomni, malgré le fait d'être une employée de l'entreprise, elle semble avoir mis le casque par erreur, sans avoir conscience de ce qui allait lui arriver. Ce serait donc un projet plutôt secret, dont même les employés les moins gradés de CNA ignoreraient l'existence. Et si Klinger était bien un des développeurs, il devient involontairement responsable de la mort, et de sa femme, et de ses amis. C'est là que le parallèle avec le baron Mildenhall prend tout son sens. La question maintenant, c'est de savoir comment étaient choisis les autres bêta-testeurs. Eh bien, ils ont tous un point commun les rendant plus faibles, mais aussi plus manipulables. Ils souffrent tous de maladies mentales. Commençons par le plus flagrant, le cas de Gangle. Gangle est très clairement atteinte de dépression. Dans les épisodes, elle n'est jamais joyeuse, même avec le masque de comédie qui ne fait que cacher son mal-être aux autres. Elle est triste, morose et pessimiste. À la fin de l'épisode 4, elle commet d'ailleurs une tentative de suicide métaphorique, se jetant sur la route alors qu'un camion arrive face à elle. Mais elle le sait, rien ne peut les tuer dans ce monde. Rien ne peut la sortir de cet enfer. Mais il y a une personne qui réussit à lui remonter le moral lors de chacune de leurs interactions. Zooble. Pour ce qui est de son cas, Zooble souffre de dysphorie de genre, étant non-binaire, mais aussi de dysphorie tout court. Et elle ne reconnaît pas son propre corps, le déteste et souffre visiblement beaucoup mentalement à cause de celui-ci. Il n'est pas comme elle aimerait qu'il soit, il est laid et problématique à ses yeux. Mais Zooble sait garder la tête haute et le cache la plupart du temps. Avant de passer au gros du sujet, faisons un détour par nos 2 employés qui, eux aussi, semblent maintenant atteints de troubles depuis leur enfermement. Klinger a développé un syndrome de stress post-traumatique suite à la disparition de Queenie. Son cerveau lutte constamment pour réprimer ses souvenirs et par extension la tristesse qui les accompagne. Il semble avoir complètement perdu la raison, ne parvenant à se calmer que dans le calme d'une pièce sombre. Pomni a, elle, développé une grande paranoïa. Elle craint pour sa vie, mais aussi pour sa santé mentale. Elle veut quitter cet endroit, mais qu'importe ses efforts, elle reste bloquée, ce qui ne fait qu'accentuer sa paranoïa. C'est un cercle vicieux. Passons aux 2 plus importants, Jax et Ragatha. Vous serez sûrement étonnés de voir que je traite de ces 2 personnages en même temps. Pourtant, il semblerait que ces 2-là soient atteints en réalité de la même chose, un trouble passif-agressif. Je vous explique. Jax est violent, narquois, vicieux et contre l'autorité. Je dirais même un poil sadique. Il sème la zizanie partout où il passe et il aime ça. Ragatha est calme, posée et réfléchie. Elle aime prendre soin des autres et qu'on lui accorde de l'attention en retour. Elle déteste les disputes. Vous allez me dire que le trouble passif-agressif ne leur colle donc pas du tout. Mais si, tout est une question de point de vue.
il ne l'exprime pas de la même manière. Jax n'agit comme ça que devant les autres. Dès qu'il est seul, comme à la fin de l'épisode 4, au moment où il rejoint sa voiture, il est d'un calme olympien. Il a même l'air fatigué de jouer le con toute la journée. Mais humilier, ignorer et crier sur les autres, c'est sa manière de se protéger. Et Ragatha, c'est l'inverse total. Devant les autres, elle joue la personne parfaite, mais dès qu'elle est seule, ou sous l'effet de la sauce stupide, elle devient agressive et moqueuse. Elle se moque de Zooble, s'énerve contre Pomni et Gangle, insulte même Jax. Ragatha, en temps normal, veut toujours envoyer une image parfaite d'elle. Pourquoi ? Parce qu'elle est seule et a désespérément besoin d'être aimée, que ce soit de manière amicale ou romantique. C'est son mécanisme de défense. Jax et Ragatha sont à la fois opposés et identiques, comme les deux faces d'une même pièce. Peut-être sont-ils de la même famille, peut-être pas. Mais une chose est sûre, malgré ces points communs, ils ne peuvent et ne pourront jamais se lier ni d'amitié ni d'amour. Gooseworks elle-même s'est excusée auprès des fans du ship Bunny Doll, appuyant sur le fait que c'était une relation impossible. Je ne pense pas qu'ils soient de la même famille personnellement, mais je pense savoir pourquoi Gooseworks affirme ça. L'un va indéniablement pousser l'autre à se corrompre. Suite aux événements de l'épisode 4, Ragatha va probablement se retrouver seule dans l'épisode 5. Gangle et Zooble risquent de devenir distantes. Jax, c'est Jax, et Kinger, c'est Kinger. Seule Pomni, qui n'a pas entendu Ragatha s'énerver contre elle puisqu'elle était avec Gummigoo, pourrait lui tenir compagnie. Mais on le sait tous, Pomni est solitaire et distante de nature. Ragatha sera donc seule, vraiment seule dans cet épisode. Et c'est la pire chose qui pouvait lui arriver. Je pense que c'est là qu'une énième dispute avec Jax va éclater, celle de trop. Une goutte faisant déborder le vase. Ragatha va se corrompre, l'intégralité du fandom s'est mis d'accord là-dessus. Même le merchandising comprend des foreshadowing de ce futur événement. Et surtout, le plus grand foreshadowing à mes yeux, mais aussi le plus simple, c'est elle qui présente le principe même de la corruption à Pomni. Mais pour le scénario, on avait besoin d'un nouveau corrompu. C'était obligatoire pour amorcer la descente aux enfers de nos personnages. Je crois qu'il est temps de parler de Kane. Kane, depuis l'épisode 1 et la corruption de Kofmo, il bug. Plus il enferme de corrompus dans les fondations même du cirque, plus il bug en réalité. Ragatha, ou quiconque va se corrompre, sera le corrompu de trop. Je pense que son apparition va finir de faire planter Kane. Si Kane disparaît, ou se corrompt, plus rien ne veillera sur le cirque. Le jeu va s'écrouler sur lui-même. Peut-être même que le personnage hypothétique d'Abel pourrait apparaître à ce moment-là. Son initiale ainsi que celle de Kane se trouvant sur le logo même de l'entreprise, son apparition serait logique, non ? Peut-être agira-t-il comme un antivirus, s'il est un personnage du jeu, et peut-être est-il le créateur même du jeu, essayant de le maintenir en ordre. Ou peut-être sera-t-il là pour le détruire définitivement. Une seule chose est sûre, pour nos 5 humains restants, il faut s'enfuir. C'est là que Jax pourrait se racheter pour ce qu'il a fait à Ragatha, et à tous les autres en fait. En effet, il a en sa possession un très grand nombre de clés. Le moment serait idéal pour qu'il allie enfin ses forces aux autres pour sortir de là. De plus, le fameux nombre 57, caché un peu partout dans les différents épisodes, pourrait être une piste. En effet, dans certaines traditions, le nombre 57 est vu comme un pont, un passage entre deux mondes. Très cohérent pour une histoire parlant d'un monde parallèle virtuel, vous me direz. Au cours des derniers épisodes de la série, on pourrait donc voir nos 5 survivants lutter pour leur survie, cherchant désespérément à sortir de cet enfer. Il est même possible que les corrompus se déchaînent, n'étant plus maintenus captifs par Kane. De même pour les PNJ, pourquoi pas. Pomni, qui jusqu'à maintenant a eu une discussion profonde avec Kinger et Gangle, et dans les futurs épisodes, sûrement avec Jax et Zooble aussi, serait la plus apte à les comprendre et à les pousser à dépasser leurs peurs, leurs troubles et leurs angoisses pour s'unir contre cette menace. Dans l'épisode 1, la mise en scène de la fin est une représentation de la scène de Léonard de Vinci. Pomni est à la place de Jésus, mais contrairement aux autres qui reprennent les poses du tableau, elle ne le fait pas. Elle n'est pas encore prête à prendre ses responsabilités. Maintenant, elle l'est. Maintenant, elle est prête à taper du poing sur la table. C'est triste, mais je l'imagine bien se sacrifier à la fin. Comme Jésus, par son sacrifice, elle serait la sauveuse non pas du monde, mais de ses amis, de sa nouvelle famille. Si ce n'est pas elle, ce sera Jax, je pense. En se sacrifiant à la fin, se rendant compte du mal qu'il a pu faire aux autres, il se rachèterait d'une certaine manière. Et à l'instar de Ragatha, il se corrompra. Ils sont les deux faces d'une même pièce après tout, et ils finiront de la même manière. Les deux sont plausibles, et seul l'avenir nous le dira. Ok, maintenant que je vous ai expliqué la théorie de base, on va revenir ensemble sur certains éléments.
Par exemple, sur quoi aimerais-tu revenir ? Sur la métaphore de la chute De Gangle. Ah oui, alors, pour cette scène-là, il faut savoir que Gooseworks elle-même, sur Tumblr, il me semble, avait répondu à un commentaire de quelqu'un lui demandant ce que cette scène signifiait. Si Gangle essayait vraiment de se suicider ou si juste elle avait chuté du trottoir face au camion. Elle a dit que c'était libre d'interprétation. Moi, j'y vois un mélange des deux. Je pense qu'elle a volontairement voulu sauter du trottoir, mais qu'elle ne s'attendait pas à ce que le camion lui arrive en pleine face. Et c'est pour ça qu'elle reste surprise. Et c'est pour ça qu'elle est surprise. Ensuite, comme tu disais, on pourrait parler du masque. Qu'as-tu à dire là-dessus ? Que c'est toujours Jax qui finit par le casser. Et que c'est toujours en lien avec son potentiel trouble passif-agressif. Parce qu'une part très importante de ce trouble, quand tu ne l'as pas de la même manière que Ragatha, c'est que tu tapes sur les gens. Ça reste cohérent avec le personnage, j'ai envie de dire. Pour en revenir à Kinger, on peut noter tous les parallèles qu'il y a entre lui et le baron Mildenhall. Déjà, les deux ont involontairement tué leur femme. Parce que Kinger, je reste persuadée qu'il fait bien partie des développeurs, et comme je le disais plus tôt, si c'est le cas, il est responsable de la mort de Queenie d'une certaine manière. Comme le baron qui a tué involontairement sa femme en essayant de tuer le monstre. C'est un peu bête. Il y a aussi le fait que le baron attend... Enfin, c'est pas lui qui attendait un enfant, c'est sa femme. Il a perdu son enfant par la même occasion. Est-ce que ça veut dire que Kinger et Queenie auraient pu avoir un enfant ? Si on pousse le parallèle encore plus loin ? Ce qui rendrait du coup la mort de Queenie d'autant plus triste. Parce que Kinger n'a pas seulement perdu sa femme, ça veut dire qu'il a aussi perdu l'enfant qu'il aurait pu avoir. Ensuite, pour en revenir à Ragatha, on va parler un peu de tous les foreshadowing qu'il y a qui mènent à penser qu'elle va mourir. Je parlais du merchandising. La dernière vague de merch, elle est terrible pour ça. Déjà, sur le cardigan, il y a à l'arrière la fameuse phrase qu'elle dit à Pomni au sujet de la corruption, marquée en gros derrière. C'est pas normal de mettre cette phrase autant connotée en lien avec la corruption sur un vêtement lié au personnage. En plus, ils veulent vraiment qu'on remarque la phrase parce Et qu'ils l'ont réécrit voilà. sur des photos. Ils l'ont bien noté en noir, en gras sur l'image, histoire qu'on soit bien au courant que cette phrase était là. De plus, dans les images de promotion du dit cardigan, il y a aussi une photo un peu étrange de la peluche de Jax qui littéralement éventre celle de Ragatha, avec même les intestins qui tirent avec un grand sourire. C'est assez gênant cette photo. Beaucoup de monde s'est posé la question de la signification de tout ça. Je pense que c'est assez clair. Autrement, il y a aussi le pull du corrompu. Habituellement, à chaque fois qu'on a du merch sur les corrompus, il y a toujours le nom du personnage. Les chaussettes, on savait que c'était Queenie. Et la figurine, on savait que c'était Kofmo. Ici, il n'y a pas de nom. Et la légende. Il n'y a pas de nom. La légende ressemble beaucoup à la phrase que Ragatha a dit à Pomni dans le premier épisode. Et pour finir, faut savoir que cette ligne de merch, elle a été annoncée une semaine en avance par un petit décompte surmonté du couteau. Couteau qui est la représentation de Ragatha, donc on sait bien que cette ligne de merch lui est dédiée. Reparlons du nombre 57. Ce nombre est partout. Dans l'épisode 1, on le voit dans le nid de la reine Blink. Dans l'épisode 2, on le voit dans la chambre de Pomni. Dans l'épisode 3, on le voit partout dans le manoir. Et dans l'épisode 4, on le voit dans le bureau de Kane, on le voit sur la caisse enregistreuse de Pomni. Il est littéralement prononcé par Pomni. Et on le voit dans presque tous les prix du Spudzy. Et d'ailleurs, j'ai oublié de dire, mais dans l'épisode 3, il est aussi prononcé par Martha. Ensuite, il faut savoir que Gooseworks, récemment, elle a tweeté en expliquant qu'à partir d'un moment,
il y aura des épisodes liés les uns avec les autres. Et je pense que ces 10 épisodes qui pourront se regarder à la suite comme un film, ce seront le 5, 6 et 7. Ça commence au 5, ça finit au 7. Et ce sont ces épisodes-là qui vont marquer le tournant de la série. Un passage entre l'ambiance chill des premiers épisodes et l'enfer qu'elle nous a promis pour les derniers épisodes. Reparlons maintenant de Pomni Jésus. C'est une scène très importante de l'épisode 1. C'est, j'ai envie de dire, la scène la plus importante. Même la musique est là pour te prouver que cette scène est importante. Toute la mise en scène est là pour te montrer que c'est une représentation de la scène de Léonard de Vinci. Et tous les personnages, absolument tous, reprennent les poses du tableau. Ragatha, c'est Judas. Jax, c'est Thomas. J'ai oublié le nom des autres, mais vous pouvez vous-même regarder. Ils ont tous exactement la même pose. Ils connaissent déjà le rôle qu'ils vont avoir dans l'histoire. Pomni, elle, qui est à la place de Jésus, ne reprend absolument pas la pose qu'il a sur le tableau. Parce qu'elle n'est pas prête à endosser toutes les responsabilités qu'on va lui foutre sur le dos à la fin de la série. Mais Pomni, c'est un personnage qui, comme je le disais, a parlé avec tout le monde. Elle connaît les problèmes, les angoisses de tout le monde. Angoisses qui sont gardées secrètes par ces personnages. Zubul n'a parlé de sa dysphorie qu'à Cain. Jax, on ne le voit jamais être lui-même devant les autres. Pareil pour Gengel, elle a toujours ce masque. Pomni est la seule à tout savoir. C'est pour ça que je l'imagine bien comme si c'était le Messie, être là pour relier tout le groupe, leur ramener un espoir et les guider vers cette sortie. C'est pour ça que son sacrifice à la fin de la série est cohérent, parce que si vraiment on reste sur ce thème biblique, et si vraiment Pomni, c'est Jésus, et qu'à un moment elle prend ses responsabilités, on sait tous comment finit Jésus. Donc, tout mène à un sacrifice de la part de Pomni. Après, peut-être qu'elle va essayer de se sacrifier, mais que ses amis vont quand même réussir à la sauver, parce que Jésus revient à la fin. Donc, à voir. Mais c'est une idée cohérente. Après, on peut continuer avec tous les parallèles qu'il y a entre la série et la Bible. Rien que Cain et Abel, c'est assez évident. Abel, c'est un personnage hypothétique, mais très probable. Je pense sincèrement qu'on va le voir. Il va apparaître dans la série. Son nom, son initiale n'apparaîtrait pas sur le logo de l'entreprise autrement. Ça n'aurait pas de sens. À moins peut-être qu'on se méprend, peut-être que le A dans le logo ne lui est pas du tout lié. Ce qui paraît absurde, puisque on sait que le C représente Cain. Donc, Cain et Abel, vous connaissez le mythe des deux frères qui s'entretuent. Pour moi, le plus cohérent serait que Cain soit l'entité qui gère le jeu de l'intérieur et qu'Abel en soit potentiellement le créateur qui gère le jeu de l'extérieur. Ça me paraît être une bonne théorie. Et pour tous ceux qui pourraient me dire que je vais trop loin avec tous ces liens bibliques, je vous rappelle quand même que l'épisode 3 tourne autour d'un ange. Un ange! Un ange qui, par ailleurs, ressemble énormément aux Eva de série dans le film The End of Evangelion, film qu'on sait être le film animé préféré de la créatrice. Parlons maintenant des capacités mystères de Jax et Zubul. Comme vous le savez, au début de l'épisode 3, on nous a présenté des espèces de capacités spéciales un peu bizarres que possèdent les personnages quand ils arrêtent de respirer. Pour Pomni, elle change de couleur. Kinger, il s'illumine. Ragatha, ses ficelles se redressent sur sa tête et le masque de Gengel tourbillonne. On ignore la capacité de Jax. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent,
on ignore aussi celle de Zooble parce que il est évident que Jax ment sur sa capacité. Il a dit quand Zooble arrête de respirer, elle devient hétéro. Ça, c'est ce qu'il dit en anglais. En français, il dit elle devient folle de moi. Yel, pardon, je mets genre le personnage. Yel devient folle de moi. Bah, je pense qu'on est d'accord pour dire que non, évidemment. Toute la scène est faite de manière à ce qu'on imagine uniquement le pouvoir de Jax. Quel pourrait être son pouvoir ? Mais je pense que son pouvoir à lui, il n'est pas si important que ça. Je pense qu'il est même un peu ridicule. Oui, il y a des gens qui pensent il rétrécit, ses oreilles font des trucs chelous. Mais moi, je pense très sincèrement que le vrai pouvoir qui sera utile, un peu comme le pouvoir de Kinger, qui est très utile, je pense que le pouvoir de Zooble pourrait être très utile, à l'instar de celui de Kinger. Parce que c'est bizarre, la mise en scène est vraiment faite de manière à ce qu'on pense qu'à Jax et qu'on oublie Zooble. Zooble, on ne sait pas non plus. Et je pense que un jour, on le saura et qu'il y a une bonne raison pour que ça nous soit encore caché à l'heure actuelle. Vous êtes arrivés au bout de la vidéo. Bravo, je vous félicite parce que je sais que j'ai une voix absolument insupportable et très criarde et que ça doit pas être très agréable, mais je tenais vraiment à expliquer ces théories que j'aime beaucoup et j'ai vraiment hâte de voir ce que la série va nous proposer. Vivement l'épisode 5, vivement l'épisode 6 et vivement la suite. J'ai trop hâte.